Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver en présence de Julien Drey, qu'il est inutile de présenter, que certains considèrent comme l'un des visiteurs du soir du président de la République et qui a été chargé dans le nouvel organigramme du PS pour simplifier, donc de créer pour 2017 un mouvement qui aboutirait à une nouvelle majorité pour François Hollande. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Julien Drey, est-ce que vous faites partie des gens qui, quand ils passent place de la Concorde, sont au fond scandalisés ou blasés à l'idée qu'en haut de l'ambassade des États-Unis, il y ait tout un système qui permet de nous espionner ? Scandalisé, oui, parce que je trouve que, comme on l'a dit d'ailleurs, la France a des relations amicales avec les États-Unis. Dans toutes les grandes échéances historiques, les Français et les Américains ont été côte à côte, et que quand on découvre que c'est un système pensé, organisé, systématisé, ça pose problème dans les relations entre les deux pays. Mais est-ce que vous avez l'impression que j'entendais tout à l'heure l'édito de Monsieur Tabar qui disait bon, finalement, sur Radio Classique. Voilà, finalement, il y a rien de nouveau. Oui, il y a rien de nouveau, mais quand même que les trois présidents successifs de la République française aient été écoutés sur leur portable, ça quand même, ça fait un peu lourd quand même. Mais ce matin, dans les journaux, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, effectivement, Wikileaks, les Américains, cela étant dit, si on racontait exactement ce que font les Français, on aboutirait à moindre échelle exactement au même résultat. Les Français, les Anglais, les Allemands, les Chinois et les autres. Non mais tout le monde écoute tout le monde. Mais là, on est dans une autre logique. Écouter un président de la République sur son portable, c'est pas de la même nature que, je dirais, toutes les écoutes préventives en matière de terrorisme et des choses comme ça. Et puis, ce qui me gêne un peu, c'est que finalement, on avait beaucoup d'espoir dans la présidence d'Obama quand il est arrivé, parce qu'on pensait que ça allait être une rupture par rapport à ce qu'a été l'ère Bush. Et on découvre finalement, et c'est avec un peu de déception, que les choses ont continué comme si de rien n'était. Alors, je disais tout à l'heure que vos nouvelles fonctions au sein du PS, c'est d'inventer pour François Hollande une nouvelle majorité dans la perspective de 2017. Le scepticisme de la presse ce matin concernant son fameux pari sur le chômage est total, car il considère que même si à cause des projections d'Unédic, on arrivera à une situation un peu meilleure, de toute façon, avec la fin des emplois aidés, il y a encore des gens qui vont arriver sur le marché du travail. Alors, pardonnez-moi la violence de la question ce matin, mais est-ce que la candidature Hollande pour laquelle vous travaillez n'est pas tout simplement cuite à cause de l'engagement qu'il a pris? Non, je pense que sur la question du chômage, les choses importantes, tous les observateurs le savent, vont se jouer dans le dernier trimestre. Bon, les chiffres du mois de mai, ceux qui savent où se crée l'emploi aujourd'hui, c'est-à-dire dans les PME, les TPE, au regard des ponts, de la manière dont se passait le mois de mai, on savait qu'il allait pas avoir beaucoup d'embauches. Bon, donc on pouvait pas s'attendre à un meilleur chiffre. Le tournant, il va avoir lieu à l'été, et puis il va se mettre en mouvement, et c'est l'espoir qu'on peut nourrir, sauf accidents internationaux graves, au dernier trimestre. Et puis après, il y aura toute l'année 2016 qui devrait permettre de donner le sentiment à nos concitoyens, parce que c'est aussi un sentiment, parce que c'est l'un nourrit l'autre, que les choses sont en train de changer et que la confiance est en train de se réinstaller. Si on fait le bilan d'aujourd'hui, on en est pas. Oui. Si on fait le bilan d'aujourd'hui, on en est à 700 000. Imaginons que la courbe se retourne, on sera toujours à 500 000 de plus par rapport au début de son quinquennat. Donc il est très difficile pour lui de simplement s'appuyer sur l'inversement de la courbe, parce qu'il y aura quand même un bilan ultra négatif. Il y aura un bilan ultra négatif au regard de la situation. Peut-être qu'on n'a pas assez insisté à l'époque, qu'on a trouvé, et de la situation totalement dégradée de la compétitivité de l'économie française, parce que c'est là où les choses se passent. Alors, certainement qu'il va falloir, ça c'est une discussion qui doit avoir lieu maintenant au sein de l'exécutif, simplifier les dispositifs. Parce que la réalité, c'est qu'on met beaucoup de choses en place, mais que c'est tellement complexe que pour ce qui est la cible, c'est-à-dire les TPE, les petites entreprises, ces dispositifs-là sont trop compliqués, trop complexes, ils ne les utilisent pas, et donc il n'y a pas cet effet d'embauche nécessaire. Mais je reviens à la question brutale. Est-ce que vous ne considérez pas que cette candidature, et vous évidemment non, mais pour certains, on considère qu'elle est cuite? Oui, mais vous savez... Même à gauche, regardez Aurélie Philippe-Petit et les autres, ils pensent qu'il Oui, bon, vous savez, moi, il se trouve, alors c'est pas un avantage, c'est une réalité, que j'ai un peu d'expérience. Donc, je me souviens de ce qu'on disait de François Mitterrand, disons 2 ans avant sa candidature, et pourtant, il avait été réélu en 1988. Alors, et il est aujourd'hui considéré comme, à juste titre d'ailleurs, comme un très grand président. Donc, les choses, elles vont se mettre en mouvement progressivement. Il faudra aussi, parce qu'une élection, c'est aussi une comparaison, regarder ce qui est en face, et ça comptera, et puis il faut regarder le projet. Et par ailleurs, je pense que l'élection présidentielle ne se fera pas simplement sur la question économique, parce que on voit bien que ce qui
qui travaille aujourd'hui la société française, c'est son identité, c'est le vivre ensemble, c'est la capacité à se dépasser ou à se surpasser, comme on dit. Et c'est autour de ces questions-là, c'est-à-dire quel est le projet de société, quel est le projet de vivre ensemble que nous allons porter. C'est pas de coexister les uns à côté des autres, c'est de retrouver une identité. D'ailleurs, c'est pour ça que la bataille sur les grands événements internationaux, la conquête d'une place de la France dans ces grands événements internationaux fait aussi partie d'un état d'esprit. C'est l'état d'esprit de la France qui doit changer, elle doit savoir se projeter, et il faut, et ça c'est tout le travail qu'on va faire avec le Parti Socialiste, il faut aussi être capable de donner un horizon. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'immédiateté, et quand on pose la question d'ailleurs, c'est quoi être socialiste, c'est quoi être de gauche, à part quelques banalités qui sont importantes, genre il faut lutter contre les injustices sociales, il faut lutter contre les inégalités, etc. On a du mal à identifier cette grande cause. Or, je crois qu'il y a des termes qu'il faut se réapproprier. Le progrès. Quel progrès, quelle société industrielle ou post-industrielle il faut construire, et quelle est la place de nous tous, des individus. C'est pour ça que je pense que le concept important sur lequel nous allons travailler, c'est le concept d'émancipation, de ce que représente une société d'émancipation, une société donc qui a un projet éducatif, culturel très important pour permettre justement cette émancipation et cette liberté pour les individus de choisir leur destin. J'écoute le progrès, l'émancipation, mais est-ce que finalement la meilleure arme qui serait celle des arrière-pensées, c'est pas tout simplement de réactiver un bon vieil anti-sarkozysme qui créera ou qui ressoudra une majorité éclatée. Parce que c'est ça qu'on voit en fait. Alors, vous me parlez d'émancipation et de progrès, on a plutôt le sentiment que, au fond, le souhait, c'est que Nicolas Sarkozy emporte la primaire, qu'on joue la revanche et que François Hollande n'a pas l'air apparemment d'avoir peur de cette revanche. Le sort de Nicolas Sarkozy ne nous appartient pas, à nous la gauche. Ouais. Il appartient d'abord à la droite et aux électrices et aux électeurs de droite. Après, c'est à la droite de savoir ce qu'elle veut. Nous, moi, je parle de vos arrière-pensées à vous. Mais nos arrière-pensées ont peu de poids, parce que je veux dire, Nicolas Sarkozy, c'est pas nous qui lui avons demandé de revenir, et nous n'avons pas œuvré à son retour. Ça, c'est de sa responsabilité, il est là. Après, c'est à l'électorat de droite de savoir ce qu'il veut, ou tous les électeurs ceux qui se retrouvent. Pardonnez-moi, je vous écoute avec attention tout à l'heure quand on parlait ensemble justement du chômage. Vous nous expliquez effectivement il va falloir qu'on dresse de nouvelles perspectives, mais je vous écoute avec attention. Mais on a hérité d'une situation, donc c'est quand même déjà la remise en selle de la bataille de 2012 pour arbitrer celle de 2017. Mais cette responsabilité, elle est aussi celle de François Fillon et d'Alain Juppé, qui étaient membres du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Donc vous allez leur faire le coup du bilan, quoi. Si le vôtre est pas bon. Non, mais je dis, on va pas leur faire le coup, c'est pas un coup. On prend une réalité, mais on va pas faire l'élection sur le bilan. On va juste dire, voilà où on était, voilà ce qu'on a fait, pour que chacun puisse aussi regarder les efforts qui ont été nécessaires. Je veux dire, c'est pas moi qui ai dit que la France est en faillite, c'est François Fillon. Mais c'est pas, je vous le dis encore une fois, je pense pas qu'une élection se gagne simplement sur un bilan. Elle se gagne aussi sur une adhésion. Et la question qui est posée pour nous, la gauche, c'est la mobilisation de la société française. C'est-à-dire que chacun et chacun sache où il veut aller, où il a envie d'aller et comment il peut y aller. Et donc la place, notamment des jeunes générations, dans la bataille électorale qui va venir, sera très importante. J'ai des questions à caractère personnel-politique à vous poser. On vous présente souvent comme une sorte de visiteur du soir du président de la République. Je vais vous rassurer, le soir, je fais autre chose que d'aller voir François Hollande. D'accord, disons dans la journée, le visiteur de la journée. Qu'est-ce qui fait son calme apparent dans une situation où il est décrit par les sondages, d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, comme les personnages politiques les plus, disons, détestés des Français, pas au sens sentimental, mais au sens d'une impopularité croissante. Bon, alors d'abord, il y a toujours ce fossé qui compte, je crois, pour lui, c'est entre la réalité des sondages et la réalité de ses contacts directs. Moi, je l'ai vu encore dimanche dernier à l'Institut du Monde Arabe pendant la fête de la musique. On était loin des sondages dans, je dirais, les contacts qu'il a avec l'ensemble des Françaises, des Français, et la perception qu'ils ont du personnage, et y compris une perception qui s'est notamment modifiée à partir de ce qui s'est passé dans les événements de janvier, où on a découvert que c'était pas du tout l'incompétent ou le personnage décrié qu'on connaissait. Et alors après, il y a la reconstruction, mais dans une présidentielle, c'est toujours ça. Je parle à titre personnel. Vous parliez de Mitterrand. Qu'est-ce qui fait que quelquefois il est quand même raillé, détesté, contesté, et il donne l'apparence d'une force tranquille? Mais c'est ça, être président aussi. C'est avoir cette capacité à surmonter ces moments. Et oui, mais votre explication à vous, c'est quoi? C'est une sagesse intérieure. C'est une sagesse intérieure et une détermination absolue à aller là où il doit aller, où il veut aller. François Hollande, c'est pas un homme qui panique. Quand on le connaît, c'est un homme qui a connu des situations difficiles, donc il y a une sagesse intérieure.
Question personnelle concernant Dominique Strauss-Kahn. Finalement, il avait parlé de la mutualisation de la dette, vous vous souvenez, au départ de la crise grecque. Par-delà ce qu'on considère comme étant sa vie privée, est-ce que finalement il ferait pas un meilleur ministre de l'économie pour une gauche rénovée, puisque c'est ça que vous appelez avenir, quelle que soit sa vie privée dans l'avenir, ou est-ce qu'il faut qu'il se laisse aller à rester totalement à l'écart de la vie politique? Écoutez, ça, c'est lui qui décidera. Mais votre sentiment? Mon sentiment, c'est qu'il a plus du tout envie de revenir en politique. Il a considéré que, une page était tournée et qu'il sera certainement un contributeur au débat. Ça, on peut pas lui enlever ça. Mais, si vous me permettez, je voudrais revenir à une chose. Juste une comparaison. La comparaison entre ce qu'a été Dominique Strauss-Kahn comme président du FMI et Madame Lagarde est quand même révélatrice. C'est-à-dire que Madame Lagarde, dans la discussion sur la dette grecque, est en train de se réhabiller des habits horribles de ce qu'était le FMI dans les années 80-90, c'est-à-dire la fameur des peuples. Les propos inacceptable qu'elle a tenu à l'égard du peuple grec en disant je voudrais avoir des adultes en face de moi, avec cette condescendance et cette morgue qui n'est pas acceptable pour un président du FMI, montre bien que... l'affaire n'est pas réglée ce matin. Non, l'affaire n'est pas réglée ce matin, et c'est d'ailleurs pour ça que, par rapport à la reconstruction des choses ou la construction des choses, la place que la France va prendre dans les heures qui viennent va être très importante. La France, dans un premier temps, a servi de médiation. J'ai une dernière question. Et je vais finir là-dessus. Mais maintenant, elle va peser de tout son poids. En tous les cas, elle doit peser de tout son poids parce qu'il est hors de question. DSK conseiller, ça vous paraît pas du tout une aberration pour cette nouvelle majorité que vous souhaitez pour 2017? DSK, il n'y a pas de conseiller occulte. J'ai jamais dit ça. Voilà. DSK, il contribuera. C'est un homme de gauche. Il a gardé des convictions et voilà. La dernière question, il nous reste 30 secondes, mais c'est un peu la question de la matinée, c'est l'affaire des taxis. Alors, on va pas la prendre dans son détail, mais plutôt dans le contexte du chômage d'aujourd'hui. Et finalement, quand il y a plus de 3,5 millions de chômeurs, est-ce qu'il vaut mieux pas laisser des gens aller travailler pour Uber Pop? La question des taxis, elle est simple. C'est d'abord de bien comprendre la manipulation qui est en cours. C'est-à-dire qu'on utilise les chauffeurs de taxi, des grands groupes utilisent les chauffeurs de taxi comme une sorte de masse de manœuvre. Et ils ont beaucoup joué sur la question des licences. Et on comprend d'ailleurs la révolte du chauffeur de taxi qui a dépensé 200 ou 300 000 euros pour avoir une licence et qui voit arriver à côté quelqu'un qui ne dépense pas ça. Donc là, il faut pas qu'on se trompe. Vous savez, c'est comme quand les grands céréaliers mettez en avant les petits paysans pour tirer profit de ça. La situation des taxis, elle doit aussi bouger parce qu'on voit bien que Paris est une ville où, quand vous avez besoin de taxis, notamment le soir par exemple, vous en trouvez pas, donc c'est pas normal. Merci Julien d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle donc que vous allez être chargé de définir les contours d'une nouvelle majorité pour le Parti Socialiste et pour la gauche et pour la candidature de François Hollande. Donc, dans les mois qui viennent, bonne journée à vous. Merci. C'est un peu compliqué ici parce qu'il fait extrêmement chaud, donc bonne journée. Et un peu d'air pour tout le monde. On va retrouver nos amis de LCI avec beaucoup de plaisir. Et Sophie Paulini sur l'antenne de Radio Classique.